Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres. Salut tout le monde et bienvenue sur la page du Traqueur de Livres. Cette semaine, j'ai pas été super efficace, mais à coup pas, j'ai pas eu trop de plages où je pouvais lire comme je voulais, donc tout du moins peut-être avec la même efficacité. Donc j'ai plutôt relu Tanzor de Paul Schweitzer, un bouquin qui se passe à l'époque encore où l'URSS existe encore, avant qu'elle explose entre la Russie et puis satellite. Mais elle est au bord c'est en train de changer. Donc il se passe pas mal de choses. Et à l'intérieur de ça, donc, c'est Schweitzer, donc il y a tout un jeune homme qui a une vingtaine d'années, qui vient de terminer son armée, qui a une furieuse envie de vivre dans son époque et qui se retrouve un peu coincé dans la structure de son pays, mais qui aime son pays. Il veut juste qu'il évolue et il se fout un peu près de tout ce qui est autour, que ce soit de la politique, que ce soit des différents organes qui l'encadrent. Il s'en fout. Il veut rien faire d'illégal. Il veut faire du business. Il veut créer. Il veut faire de l'argent, faire des roubles, euh, en utilisant le système et en utilisant les prémices de ce qui pourra être, ce que ça pourrait être demain. Mais avec tous les soucis que ça peut créer, bien entendu. Alors forcément, il y a une machination qui se crée dès le départ, mais il y a tout un tas de trucs. Et c'est un bouquin qui est pas si, c'est une relecture, hein. Donc, c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois. Mais c'est pas vraiment un problème parce que, d'abord, il se passe des choses du début à la fin. C'est un livre qui fait, plus de 500 pages. Euh, mais jusqu'à la dernière ligne, l'histoire, enfin, juste dans la dernière ligne, on prend l'histoire. Dès le début du livre, on est, enfin voilà, moi c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Il a une place particulière moi, dans mon chemin de lecture. Euh, je suppose que c'est pas l'histoire des renards qui vient de commencer, si loin dans l'espace que ce soit passé. Mais après tout, c'est là, au pays des Yakoutes, qu'ils ont tenté de me tuer pour la première fois. Ça commence comme ça. Et après, il y a on m'appelle Tanzor, le danseur. C'est un Yakouti qui a essayé de me tuer pour la première fois. Puis, à Tbilissi et à Moscou. Et j'ai mis longtemps à comprendre ce qu'ils avaient à redouter d'un jeune géorgien semblable à des milliers d'autres. Je n'avais rien. Je voulais simplement vivre mieux et peut-être faire fortune. J'ai réussi. D'ailleurs, sans jamais commettre d'illégalité. En jouant sur le système et les pénuries, en faisant des listes et des listes d'usines et de production, en les reliant entre elles. Je suis devenu riche dans un pays qui n'a longtemps connu que la contrainte et le vide. Maintenant, j'ai les moyens de les affronter, de démasquer, de mettre à nu les vieilles haines et les secrets de notre temps. Je sais que je danse au-dessus d'un volcan dont je peux réveiller les fureurs, mais rien ne m'arrêtera. Je le dois à mes parents, à Gobi, roi des voleurs, et à Marina, mon amour des trois gares. Moi, c'est un bouquin que j'ai lu plusieurs fois, que j'aime relire de temps en temps, ou quand j'ai rien à mettre sous la dent, ou parce que j'ai peut-être, je sais pas, un petit coup de blues ou un petit quelque chose qui fait que, en sort de là, on est plein de jus, plein de peps, parce que c'est vrai, c'est un môme qui est un peu paumé, qui a eu plein de choses, mais qui sait pas par où commencer, et qui décide à un moment de se lancer. Mais en même temps, il se rend bien compte qu'il se fait manipuler parce que quand on veut descendre, on n'y arrive pas, alors que bon, quand on veut descendre quelqu'un, on le tue, point. Et il se rend compte qu'il est un peu téléguidé. Mais en même temps, ça le sert dans ce qu'il a envie de faire parce que il fait pas des sous en faisant rien, il bosse comme une brute. Il a tout un cheminement intellectuel en disant, OK, euh, j'arrive à Moscou, les magasins sont vides, mais si les magasins sont vides, c'est qu'il manque des choses, mais il en manque un peu partout. Il y a aussi, moi, j'ai appris plein de choses avec ce bouquin, hein. Il ne s'agit pas du tout d'un pour ou contre le système. C'est un système, c'est plus ce que donne le système. Avec le plan, on demande des usines de construire des choses sans qu'il y ait forcément des raisons de le faire, mais parce que le plan qui est établi par l'État fait que des usines construisent des plats, des machins, qui s'accumulent, mais qui ne les vendent pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas vendable, ça veut juste dire que ils ne savent pas qu'ils le vendent, mais ils demandent de le faire. Et le mot m'arrive, et
il dit, OK, alors il y a des plats, il y a des machins, mais si on fait des plats comme ça, on peut en faire d'autres. Et peut-être que d'autres peuvent être vendus. J'aime beaucoup, il y a un délire. Il y a le fossile marteau, c'est sur le drapeau de la Russie. Il se rend compte que, ben, on trouve plus de fossiles dans le pays. Il se dit, mais c'est quand même dingue. Il se dit, on peut se faire un délire. Et puis, il rencontre des gens, son chemin, le fait rencontrer des gens, qui sont un peu comme lui, qui sont un peu à borderline, qui sont un peu limite, qui ont envie d'évoluer, qui ont plein d'idées, mais qui ont la trouille, parce qu'ils se disent, si on bouge, on va se retrouver dans 5 ans. Et en même temps, c'est un moment où ce pays bouge, donc des gens qui peut-être pensent différemment ont une possibilité, tout en restant droit dans l'égalité, on leur donne la possibilité de faire quelque chose. Mais c'est vraiment... et il y a tout un cheminement, il y a toute une chaîne narrative. Comme je disais la dernière fois, on a tout dit sur Switzer. Bon. Est-ce que le livre est bon? Moi, je le trouve très, très bon. Il se dévore. Quand on mène les dents, en plus, on est transporté ça pour une autre époque, mais on est transporté dans un pays que je ne connaissais pas, d'accord? Enfin, que je ne connais pas, toujours. Je suis toujours pas allé. Et, mais on respire cet air-là, on est avec ces gens, on se sent pressé, on a peur, et en même temps, on est complètement transporté par le môme qui va partout, qui court, qui se précipite, qui passe son temps. Le danseur, on imagine tout à fait cette espèce de môme un peu qui a envie de faire bouger les choses. Et moi, je me vois, on termine ce bouquin, voilà, on a envie de sauter partout, on a envie de faire plein de choses, on n'a pas l'espoir. Et je pense que voilà, dans le cheminement de l'auteur, Tanzor a un rôle particulier. Moi, il y a plusieurs de ces bouquins. Berlin aussi, que j'aime beaucoup, mais j'ai un souci avec Berlin sur un truc. Bon, mais Popov aussi était bien particulier, mais c'est plus au niveau des bandes, donc bon, ça je peux comprendre qu'on n'accroche pas. Mais Tanzor, je vous confirme, hein, c'est un très très bon roman de Switzer, qui est complètement différent de ce qu'on a pu lire, que ce soit le Anna, le Roi Vert, c'est encore autre chose, c'est une autre façon de faire des sous. Comme je dis, faire fortune à Moscou avec des roubles, c'est pas forcément faire fortune en Europe ou aux États-Unis avec des dollars ou de l'euro, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est quand même faire des sous et faire beaucoup de sous, beaucoup de roubles. Et c'est vraiment, moi je me dis, c'est passionnant. On rencontre plein de gens, on est complètement pris enfin, on découvre un système et qui est avec forcément ses aberrations. Il n'y a pas de système parfait, loin de là. Et c'est vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, donc une fois que j'ai fini un peu tard. Hein, donc du coup, j'ai commencé. J'ai bien avancé, je ne sais pas. Voilà. Le mystère Jérôme Bosch de Peter Dempf, c'est aux éditions Pocket. Pareil, là, j'avais pas de polar qui me faisait envie quand j'étais dans les librairies, plus ou moins qui me donnait envie. J'ai eu quelques contacts avec des auteurs qui m'ont proposé des romans, leur dernier roman. Il y en a, moi, une, je pense que je vais l'avoir, l'autre proposé, mais quand je demande aux éditeurs, les éditeurs, ils me disent qu'ils ne sont pas intéressés. En gros, je suis trop petit. Donc, même quand l'auteur est d'accord, l'éditeur n'est pas toujours d'accord. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est un peu des situations qui sont. Donc, j'attends de voir. Bon, et sinon, je ferai comme j'ai fait avec cela, j'achèterai, et puis voilà, c'est tout. Donc, le mystère Jérôme Bosch m'a plu. Pourquoi? D'abord, j'aime les tableaux, j'aime la peinture, j'aime l'art en général, et j'aime bien j'aime qu'on crée l'histoire autour, pour peu qu'elle soit un peu structurée. Et là, je me suis vraiment, je m'éclate parce que d'abord, il y a quand même, c'est quand même sacrément structuré, c'est plutôt bien travaillé, bien bossé. Je vous fais le pitch. 2013, Madrid, le Prado, un homme se précipite sur les jardins des délices de Jérôme Bosch, un des plus remarquables et mystérieux tableaux du monde, et l'asperge de quelques gouttes de vitriol avant d'être maîtrisé par des gardiens du musée. Restaurateur de tableaux, Michael Kay se voit confier la tâche délicate de remettre le triptyque en état. Très vite, il fait une découverte stupéfiante. À plusieurs endroits, des couches de peinture altérées laissent transparaître des symboles cachés. Une révélation confirmée par le vandale, qui justifie son geste par la découverte
d'un étrange manuscrit rédigé en 1511, les deux hommes replongent dans l'histoire sur les traces de Petronius, Maurice, un disciple du maître dans l'enfer de l'Inquisition. Alors, c'est pas trop mal fait, le pitch, hein, je parle. Le truc, c'est que quand il met étape avec 2 lignes sur plein de moments, je sais pas comment se passe le reste du livre. J'en suis à la page 273. Il y en a 520, 530. Je sais pas les parcours. Plus. Et pourtant, toute la période historique, on se retrouve vraiment aux côtés de, de Jérôme Bosch et de l'un de ses aides, l'un de ses compagnons. Il y a des passages, enfin, il y a des chapitres entiers où on est complètement plongé dans cette ville où habite Bosch, où il a son atelier, où justement c'est une bataille avec l'acquisition sans nom, parce que forcément, lui est peintre, artistique, il représente le paradis, mais pas forcément de la manière dont l'Église à l'époque voulait qu'elle soit racontée. Voulait qu'il soit raconté. Donc, il y a forcément une bataille absolument épique entre l'Église et Bosch, qui lui, de son côté, est pas non plus très net. Donc, on est complètement pris, captivé par une histoire qui est racontée par le prélat, mais qui la raconte d'une manière tellement vive que on est vraiment plongé dedans, littéralement. On change de personnage. Là, les personnages de 2013, ils disparaissent. On est en 1511, boum, dans ce village-là, avec tout autour, quoi. On est sur les pavés, il y a les artisans, on est complètement pris dedans. Moi, je trouve ça absolument, ça se développe pareil. Alors, je vous dis, par contre, bon, je lis pas forcément super vite, hein, mais c'est des romans qui sont voilà, qui sont hyper structurés, donc on ne peut pas se permettre de louper une page ou d'aller un peu trop vite, parce que sinon on est complètement paumé. Et du coup, j'ai pas pu aller au-delà. Là, je sais que à 11 heures, il y a eu la chronique qui est tombée sur la chaîne du Tracker. Je l'ai pas encore mise sur le blog, je l'ai pas encore partagé. Je voulais d'abord faire ce direct. J'aime bien qu'on se voit le vendredi, enfin un vendredi sur deux. C'est le moment où on est fêté, hein, donc c'est le moment où on peut se voir et on peut un peu se parler et je vous parle un peu des lectures que je fais et donc c'est ces 2 romans-là donc cette semaine. Donc moi je suis pas super honnête parce que je vous dis celui-là je l'ai pas fini mais je vais m'en occuper ce week-end. Je l'aurai fini, je l'aurai fini. Donc c'est vraiment enfin, moi Tanzor, je vous invite parce que d'abord c'est sur un pays qu'on connaissait, enfin pour moi que je connais pas, hein, la Russie, ou l'URSS, en l'occurrence c'était l'URSS avec tous les pays autour, hein, la Géorgie, la Tchétchénie, enfin tous ces pays-là, avec tout les prémices, parce que dans ce roman-là, en plus, ce qui est super intéressant en Tanzor, et chez certains romans, chez certains auteurs comme Ken Follett quand il fait la Union Punchir, où il parle de l'Afghanistan, euh, ils sont quand même en avance sur le temps ces gens-là parce que dans Tanzor, enfin Sudzer, quand il écrit Tanzor, hein, quand il écrit, hein, vous en faites ce que vous en voulez, il présente les Tchétchènes, mais dans le pays des Yakoutes, je ne savais pas que ça existait, la Géorgie, bon, ça je savais que ça existait, mais enfin, je ne connaissais pas trop. Et tous les pays autour, satellites, qui sont reliés les uns aux autres par l'Empire russe, hein, par le RSS, il raconte quand même des choses. Dans son livre, entre les différentes choses qui se passent, il présente quand même les personnalités, l'histoire de chaque pays, de chaque ethnie, et parfois dans le même pays des différentes ethnies, des différentes origines, des antagonismes qu'il y a, l'antagonisme qu'il y a parfois entre eux, des associations parfois un peu curieuses qui peuvent se passer. Et quand on voit et après, quand l'histoire, quand là, ce qui arrive et que, voilà, avec les paris qu'il y a, avec tout ce que ça engendre, ben,
voilà, on se rend compte qu'il y a des guerres, qu'il se passe beaucoup de choses, mais que bah, pour ceux qui connaissent un petit peu qui connaissaient un peu ce pays-là, oui, ces pays-là, ils se disent bah ouais, mais en même temps, quand ils étaient ensemble, donc ils n'avaient pas trop de choix, mais ils n'avaient pas forcément envie de l'être. Et c'était des vieilles haines qui sont sorties et bah, il s'est passé ce qui s'est passé, ça a pété parce que ça devait péter et qu'il y a des raisons. C'est pas juste un hasard, un mec qui s'est réveillé le matin, on va en faire la guerre. Donc en créant ces ouvertures-là, bah, ça a donné aussi toutes des conséquences, hein, c'est la théorie de Mio, hein, c'est toutes les conséquences qui font que, bah, ok, si vous faites ça, il arrivera ça, ça et ça et ça, mais parce qu'il y a des vraies raisons intrinsèques dans chacune d'entre elles. Donc il y a plein de choses dans ce livre-là. Il y a, certes, c'est celui de Zer, hein, donc il décrit comment à chaque fois, son héros, son héroïne fait fortune. Voilà. Dans son pays ou dans l'autre d'ailleurs, avec sa manière, avec des équipes bien particulières, parfois les crédits, parfois sans crédit, parfois au bleu, parfois. Enfin, voilà, il y a plein de manières différentes. Je ne vais pas résumer ce qu'a fait Suzanne, ça sert à rien. Je vous ai déjà parlé de Anna et Yvan Robert. Mais de temps en temps, j'en avais pas parlé. J'ai pas fait un code chronique. Je sais pas trop comment je vais faire celle-là, mais je pense que ça fait partie des livres qui sont pas les plus connus, mais qui sont vraiment super intéressants pour plein de raisons. Et donc, le mystère Jérôme Bosch, de Peter Dempf, je sais pas si je le dis bien. Euh, alors ça, c'est vraiment un roman que j'aime beaucoup parce que ça tourne autour d'une peinture et de la description d'une peinture. Mais bon, moi après, tu sais, je suis bien discipliné. Hein, quand on parle d'un truc précis, je vais sur Internet et puis je regarde. Et c'est vrai que la peinture en elle-même est vraiment atypique. Il se passe plein de choses dedans. Quand on regarde la peinture, sans être un féru d'histoire, de l'art, ni un thésard de Bosch, ni quoi, ni qui que ce soit d'ailleurs, on se rend bien compte c'est pas une peinture qui est tout à fait standard. Donc c'est pas étonnant aussi qu'il y ait eu, qu'on peut, voilà, quelqu'un qui se dise tiens, on peut en faire un livre. Voilà, c'est pas vraiment anodin et l'histoire qui tourne autour est plutôt bien faite et vraiment je vous invite à lire parce que c'est des romans qui sont quand même, il y en a pas tant que ça des romans qui sont très construits, très structurés, qui tournent autour d'une œuvre d'art, mais qui sont passionnants à lire, qui sont pas trop lourdingues en termes de, de faits historiques qu'on nous rabat les oreilles, qui fait que la lecture est un peu lourde. Là, on lit ça de manière super fluide. Moi, c'est vraiment parce que j'ai pas eu, bah, je pensais que j'aurais eu des moments un peu libres pour le lire et finalement, je les ai pas eu, donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout pour le moment, mais je vais me débrouiller pour le finir ce week-end parce que j'ai envie et puis voilà. Donc, je pourrais vous faire une meilleure chronique, enfin, je pourrais vous faire une bonne chronique. Je pense que voilà, c'est un livre qui voilà. Après, comme j'avais dit la semaine dernière, je pense que je le lirai avec le mal. Le détective de Yorkshire rendez-vous avec le mal, c'était le deuxième tome, parce que j'avais découvert il y a 15 jours le premier, que j'avais trouvé très bon. Pardon, l'auteur c'est Julia Chapman. Je trouve que c'est. Alors c'est marrant parce que il se passe, alors il parle de feel good. Ouais, je sais pas, moi, ça, c'est une expression que je trouve un peu facile parce que elle parle d'un village qui est pas du tout, enfin qui est en plein, qui est en plein dans sa modernité. Hein. Les entreprises fonctionnent plutôt bien. Il y a du multimédia, il y a un détective certes, mais il y a du multimédia. Il y a deux entreprises. Je crois que c'est une pâtisserie, mais qui se développe beaucoup. Donc on est vraiment dans quelque chose qui ne meurt pas, qui grandit. On parle d'un village, mais pas d'un village qui est en train de s'effondrer, au contraire. Un village qui suit l'évolution de son époque, en même temps avec les avantages et les inconvénients d'un village. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît sa famille, il y a des vieilles rancœurs, des vieilles haines entre familles. Certains, bon, certains, on savait plus pourquoi, mais je vous dis, quand Madame quand Madame Shepherd vient voir Samson O'Brien à l'agence de recherche des ballons, convaincue que quelqu'un essaie de la tuer,
Le détective privé pense avoir affaire à une vieille dame un peu sénile. Pourtant, après une série de curieux incidents à la maison de retraite de Felside Court, il se demande s'il n'aurait pas dû prendre les choses un peu plus au sérieux. Alors que Noël approche, Samson se lance dans une enquête qui l'oblige à renouer avec les habitants de Thorncliffe, c'est la même qu'il a fui une dizaine d'années auparavant, qui le traite à présent comme un paria. Et qui mieux que la tempétueuse Delia Metcalf, la propriétaire de l'agence de rencontre des Vallons, pour l'aider à regagner leur confiance. Moi, ces deux-là, c'est un vrai kiff. Hein. Surtout qu'en même temps, dans le premier, il y avait quand même tout un background sur Samson O'Brien. Certes, il était parti de la ville, de son village, parce que son père l'avait foutu dehors à coup de fusil. Hein. Donc, mais il était parti dans la Met, enfin la police anglaise pour le crime organisé, qu'il avait dû partir, on ne sait pas trop pourquoi, mais on sent qu'il s'est passé un truc un peu bizarre. Donc il y a quand même plusieurs choses qui sont passées et donc il y a un vrai travail, enfin il y a plusieurs fils rouges avec les histoires qui sont plutôt intéressantes et je pense qu'elle a créé, l'auteur a réussi à créer des personnages et toute une histoire autour qui peut donner des choses vraiment intéressantes. Et j'ai trouvé que d'abord, cette histoire était plutôt bien faite, mais elle ne s'arrête pas aux histoires. Il y a tout un écosystème autour avec des personnages qui sont tantôt tantôt qu'on voit un peu moins, mais qui ont leur importance dans la vie de la cité, mais aussi dans les histoires en général, dans le passé, dans le présent, qui sont vraiment intéressants. Et je trouve que alors c'est vrai, c'est plutôt sympathique à lire parce que il y a pas mal d'humour, mais il y a des Maccabées, hein, il y a des Maccabées, et il y a des Maccabées bien quoi, entre ceux qui se sont écrasés la tronche et ouais non, il y a des moments compliqués quand même. Hein. Donc il y a de l'humour, mais pas non plus. C'est pour ça que moi, Feel Good, je trouve que bon, je sais pas, des romans qui font du bien, se sentir bien, ça peut être un peu, c'est des descriptions qui, je trouve qui sont un peu faciles et qu'il y a un côté un peu dédaigneux que je trouve un peu pénible parce que et alors je vous ai dit que j'avais commencé, pareil c'est dit que je relis. Alors c'est souvent quand je suis un peu en panne de lecture ou que parce que j'ai rien qui me faisait envie et parce que parfois j'ai envie de les relire. J'ai recommencé à lire Le voleur de vent de Frédéric H. Fajardi. J'avais suspendu parce que j'avais d'autres livres à lire. Et je sais pas, peut-être que une fois que j'aurai fini le mystère Jérôme Bosch, je vais lire, je pense, Rendez-vous avec le mal. Il faut que je passe à la librairie pour voir s'il y a d'autres romans qui me feront envie. Mais il y a au moins deux romans que j'espérais avoir la gentillesse. Enfin, en tout cas, les auteurs étaient plutôt OK pour m'envoyer en MP. Mais il semblerait que moi, ce soit le domaine du rêve, donc je me suis fait envoyer promener deux fois par l'éditeur, donc bon, je vais pas insister. Je sais pas, peut-être j'y vais pas comme il faut, je sais pas. En tout cas, voilà. Je voulais vous parler de ça parce que vraiment, c'est deux romans complètement différents. Hein. On est vraiment dans des trucs. Puis, bon, celui-là, il est même pas récent, loin de là. Celui-là, il est un peu plus. Et il est super intéressant sous plein d'égards parce que je trouve qu'il est, je sais pas, moi j'aime bien moi lire des romans historiques qui sont, enfin des romans mi-historiques, mi de notre époque, mais qui sont très bien faits et qui sont avec des vrais personnages intéressants. On est vraiment pris par les trucs. Et l'histoire est bien faite, hein, c'est bien fichu. On va pas dans le trop facile avec les conjurations, des trucs un peu chelou, un peu standardisés maintenant, qui sont un peu voilà, qui sont un peu dans répétitifs et un peu faciles. Et là, on est dans un truc un peu intéressant. Après, je vous dirais, hein, il reste encore à la moitié du livre, un peu moins de la moitié du livre à lire. Donc, mais pour l'instant, je suis bien dedans et bon, là, je vais mettre sur le blog la dernière chronique et puis après, j'y retourne. Voilà, c'est bah, une bonne lecture encore à finir. Et puis, bah, les prochains romans, je vous dis, je devrais aller ce week-end, je devrais aller, je pense, faire un tour à la librairie pour voir s'il y a un petit livre à mettre tout là-dedans, histoire d'ajouter avec le reste. Enfin, voilà. Donc, bah, écoutez, lisez, likez, commentez, parlez-en autour de vous. Un peu comme d'habitude, hein, mangez les chouquettes. Si vous voulez laisser apporter des renseignements,
au bouquin dont je vous parle, euh, n'hésitez pas à en parler, à laisser des commentaires, que ce soit sur le, sur la page Facebook. Vous savez maintenant que systématiquement maintenant, je prends les directs que je fais sur Facebook, je les modifie un peu, bon, pas des masses, hein. Je mets deux, trois images de livres et je les mets sur YouTube. Je sais que ceux qui vont sur YouTube, parfois vont que sur YouTube. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je fais ça. Ça va permettre d'avoir peut-être des vidéos plus fréquentes. Parce que c'est vrai que je publie pas tant que ça finalement. Puis surtout, je parle pas tant de livres que ça non plus. Je vous le dis, j'ai pas une production de livres, j'en lis pas non plus autant que l'autre. J'y arrive pas. Donc c'est aussi des vidéos qui sont intéressantes et je sais que parmi les vues, même si j'en ai pas des masses, ça fait partie des vidéos que les gens aiment bien lire quand je fais un petit récap des lectures. Donc, bah, je vous ferai des chroniques dessus, pas tout de suite, mais je vous les ferai. Donc, à bientôt. Lisez des romans, mangez des chouquettes, éclatez-vous bien, profitez-en bien, et puis à bientôt. Salut.